Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de l'émission Le Déshonneur. Il n'est pire déshonneur pour la France que la torture, une torture qu'elle a érigée en système durant toute la période coloniale en Algérie et plus spécifiquement pendant la guerre de libération nationale. La torture sous toutes ses formes et à travers des méthodes cruelles et avilissantes avait été pratiquée par les soldats de la France coloniale avec l'appui de la hiérarchie militaire et des gouvernements de l'époque sous couvert de la loi d'exception. Massive, rapide et généralisée, la torture est organisée dans le cadre d'une justice expéditive pour écraser la révolution populaire. Il faudra attendre la publication en 1958 du livre La question d'Henri Alleg, militant anticolonialiste, lui-même torturé par les parachutistes français, pour lever le voile sur ces crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, dont l'armée coloniale s'était rendue coupable. Et puis aujourd'hui, le débat de la reconnaissance et de la condamnation de la torture n'est pas anachronique, car certains de ces crimes sont imprescriptibles et donc impossibles à oublier. Bonsoir à tous encore une fois, et pour mener ce débat, j'ai avec moi mes invités autour de ce plateau. D'abord, Maître Fatma Zohra Ben Braham, vous êtes avocate spécialisée dans le droit de l'histoire. Merci Madame d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier. Également avec nous, Fouad Soufi. Alors, Monsieur Fouad Soufi, vous êtes historien, vous êtes également chercheur au CRASC. Merci, Monsieur Soufi, d'être avec nous également. Merci pour l'invitation. Et puis nous avons avec nous également Monsieur Fatah Agran. Vous êtes écrivain, vous êtes en particulier, vous êtes témoin aussi d'actes de torture qu'a subi votre famille durant la guerre de libération nationale. Monsieur Agran, merci également d'être avec nous pour porter votre témoignage. Merci à vous, c'est un honneur pour moi. C'est nous qui vous remercions tous d'être avec moi également sur ce plateau. Et j'ai aussi avec moi, bien sûr, Amir Nebesh qui va nous accompagner également durant toute cette soirée pour vous proposer des capsules, des témoignages et également des documents qui renseignent sur cette pratique abominable qu'est la torture. Amir Nebesh, bonsoir. Bonsoir Zoher, bonsoir à nos invités, bonsoir à toutes et à tous. Dès 1830 et durant l'occupation française de l'Algérie, l'État français avait tout le temps entretenu cette machine génocidaire et criminelle visant à briser, à casser et à anéantir les Algériens. Du roi Charles X jusqu'à De Gaulle en passant par Louis-Philippe et Napoléon III ainsi que le maréchal Pétain, le mot d'ordre de cette colonisation était la violence. Après les enfumades, les emmurades et les massacres commis par Bugeaud, Pélissier ainsi que Cavignac et Saint-Arnaud et d'autres sinistres noms, viendra la génération de Le Pen, de Ossarès, de Bijard, ainsi que de Massu, qui va torturer les Algériens. Elle va inventer la gégène, le simulacre ou les simulacres de la noyade, ainsi que les brûlures et les châtiments corporels et les violences sexuelles. Pendant la colonisation française en Algérie, la torture était devenue une pratique systématique. On regarde, Joël. Couverts par le pouvoir politique, les militaires ont les mains libres pour continuer les arrestations et les interrogatoires musclés. Le lendemain matin, il y avait deux jeunes parents qui ont ouvert la porte de la cellule, une porte en fer. Ils m'ont appelé Abdelawi Mohamed. J'ai dit c'est moi. Un des parents m'a dit Abdelawi, monsieur le député t'appelle à l'Assemblée. Monsieur le député, moi à l'époque, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne savais pas. Bon, ils m'ont emmené deux parents. Ils m'ont emmené dans une chambre. Dans une chambre, j'ai vu Le Pen assis, habillé en parent. Il était bien costaud, il était tout blanc. Il m'a dit, qu'est-ce que tu connais de FLN? Quand le monsieur, moi, je lui ai dit, monsieur, moi je ne connais rien du FLN. Moi je suis un travailleur. Alors, il est vers moi debout. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, moi aussi, je travaille. Il m'a dit à poil. Il m'a dit à poil.
tout nu. J'ai enlevé tous mes habits, tout nu. Il m'a appelé les deux parents. Il m'a ligoté. Il m'a ligoté les mains, les pieds. On m'a mis par terre. Il y avait un sac vide, tout mouillé. Puis ils ont joué, il y avait des fils électriques. Il y avait un fil électrique dans le sexe, le deuxième fil dans le pied, dans le doigt de pied droit. Et après, Jean-Marie Le Pen a ajouté un bidon d'eau sur mon corps. Fort-l'Empereur, sur les hauteurs d'Alger. Un des lieux où les suspects étaient interrogés par les militaires français. Mohamed Abdellaoui avait 27 ans en 1957. Il était militant du FLN pour lequel il distribuait des tracts clandestins. 50 ans après, il revient pour la première fois dans ce fort où il resta enfermé pendant plus d'un mois. C'était ici, je me rappelle, c'était ici une table, une chaise. Il y avait le lieutenant Jean-Marie Le Pen, il était assis ici. C'était le tableau de la torture. Ici, il est torturé, ici, par terre. Non, c'est totalement faux, ça. C'est totalement faux. Je ne sais même pas où se trouve ce Fort-l'Empereur. Alors, on torturait donc à domicile, dans les unités, dans les, comment dirais-je, dans les états-majors de bataillons, oui, et aussi dans les forts, notamment ce fameux Fort-l'Empereur. Je lui ai dit, tuez-moi, car je jure. Tuez-moi, pour que vous faites ça, tuez-moi. À la tribune de l'Assemblée, le député Le Pen déclare « J'étais à Alger, officier de renseignement à la 10e division aéroportée, et comme tel, je dois être aux yeux d'un certain nombre de nos collègues ce que pourrait être le mélange d'un officier SS et d'un agent de la Gestapo. Ce métier, je l'ai fait. » Dès juin 1962, pourtant, dans son journal Vérité-Liberté, l'historien Pierre Vidal-Naquet met en cause Jean-Marie Le Pen. Il y publie un rapport de police de 1957, signé du commissaire principal Gilles. C'est la déposition d'un Algérien qui accuse nommément Jean-Marie Le Pen de l'avoir torturé. 2 fils électriques furent reliés au lobe de ses oreilles et le lieutenant Le Pen lui-même faisait fonctionner une magnéto à manivelle à l'aide de laquelle il lui envoyait des décharges électriques dans le corps. Alors voilà, Zoher, Jean-Marie Le Pen est sans doute l'image ou le visage politique de cette armée dépourvue de toute humanité qui exaltait cette prétendue mission civilisatrice de l'Algérie. C'est à vous, Zoher, le débat ouvert autour de la torture en Algérie. Merci, Amir. Merci. Alors, on revient justement sur Jean-Marie Le Pen, ce sinistre personnage, il faut l'avouer, qui est disparu au début de ce mois de janvier. A posteriori, Jean-Marie Le Pen a même été encensé par une certaine classe politique en France, avec des hommages qui lui ont été rendus malgré son passé douteux. Alors il faut rappeler aussi il a longtemps tergiversé sur la question en reconnaissant puis en démentant farouchement son implication personnelle dans la torture en Algérie. Le quotidien Le Monde avait publié il y a 3 jours après sa mort, soit le 10 janvier, un article dans lequel il avait révélé que Le Pen avait reconnu finalement dans une interview qu'il avait pratiqué justement la torture. Il disait « Moi je trouve ça tout à fait normal, naturel que l'on extorque le renseignement de tueurs organisés, selon ses dires, entre guillemets. Je le faisais sous les ordres de mon capitaine. On prend les risques qui sont liés à la guerre. » Dans cette révélation, justement, je vous pose la question, Madame Abraham, Le Pen avoue enfin ses crimes, mais surtout la couverture de la hiérarchie militaire qui était au-dessus.
Oui, tout à fait, mais il n'en demeure pas moins que c'est un tortionnaire connu et reconnu, et par sa propre armée, et par les victimes de la torture en Algérie. Nous avons vu un cas, et il y en a beaucoup d'autres. Oui, effectivement, il ne faut pas oublier que le mois de mars 1956, il y a eu un texte abject, et ce texte a officialisé la torture, il a même érigé en système, et donc la torture est devenue un instrument de guerre. Et c'est à partir de cette période que les militaires, se sentant protégés par ce texte de loi, ont multiplié exactions, tortures, disparitions, etc. Il n'y avait plus de retenue? Il n'y avait plus aucune retenue parce que c'était la période où les pouvoirs spéciaux venaient d'être signés. Et donc Massu se pavane à Alger en grand maître. Et les pouvoirs spéciaux, c'est quoi? C'est justement retirer le pouvoir judiciaire aux civils et le remettre ou le mettre directement entre les mains des militaires. Et donc les militaires avaient toute la latitude de faire ce qu'ils voulaient faire, et également à travers l'établissement des tribunaux spéciaux des forces armées, ils devaient également les juger. Donc ils étaient leurs tortionnaires, leurs interrogateurs, juges d'instruction, également leurs juges. Donc tout l'appareil judiciaire était entre les mains des militaires par un texte de loi qui n'a jamais été abrogé d'ailleurs à ce jour, pour que les choses soient comprises, On en parlera tout à aussi l'heure, bien justement. chez nous qu'ailleurs. Et donc ces pouvoirs spéciaux donnaient la latitude à ces militaires de faire de la question, donc la torture, un moyen pour arriver à démanteler la zone autonome d'Alger, parce que nous parlons d'Alger. D'Alger particulièrement, mais Tout à fait. il faut avouer aussi que cette pratique a été aussi généralisée vers d'autres régions du pays. Toute l'Algérie, de Toute l'Algérie. 1830 jusqu'à 1962, la torture a toujours existé. Sauf que, à partir du 16 mars 56, 19 mars 56, c'est devenu un instrument légalisé. C'est devenu un instrument de droit. De droit. Monsieur Fouad Soufi, je vous pose la même question. Cette carte blanche qui a laissé libre cours à toutes les exactions, on est devenu créatif à cette époque-là, des militaires qui avaient ce quitus pour aller chercher. On essaie un peu d'enrouler un peu ou d'enrober un peu le concept. On parlait de questionnement par la force. Il s'agit surtout de la torture et qui est pratiquée de manière tout à fait légitime aux yeux des Français. Totalement. Oui. Totalement. D'autant plus qu'elle était déjà pratiquée par la police, avec les mêmes droits, c'est-à-dire le non-droit, si je peux me parler par... Oui. Ils estimaient qu'ils avaient le droit de torturer un indigène. Donc, en fait, le grand problème, c'est que du coup, maintenant, ce n'est plus les services de police. Ils vont continuer, c'est pas ça. C'est l'armée qui va se charger de ce type de travail c'est la grande excuse, la recherche du renseignement. Les policiers aussi disaient, oui, mais si je le torture pas, peut-être qu'il va y avoir quelque chose, un crime qui va être commis, etc. Et les militaires vont répéter la même chose. Ils n'ont rien inventé, En réalité, ils n'ont rien inventé. Ce qu'il va y avoir de nouveau, c'est que il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. On est une armée et en face de nous, on a, je fais exprès de reprendre, des animaux humains. Donc, effectivement, ce sur quoi j'insiste, c'est qu'en fait, dans le système colonial, dans l'histoire, en tous les cas, des rapports entre le système colonial et ce qu'ils appelaient les indigènes, c'est-à-dire la population colonisée, dans le domaine de la torture, il y a eu deux séquences. Deux séquences, je rappelle. Le 19 janvier, donc on n'est pas loin, à Tlemcen,
Sebdou, plus précisément, il y a un médecin, le docteur Benzerjeb, il est mort, il n'est pas mort d'une crise cardiaque, il est mort dans les locaux de la police. Torturé aussi. Torturé par la police pour une raison. Il n'aura pas dit où était la machine à écrire. Il faut le faire. Tuer un homme pour une machine à écrire. Voilà. Entre autres. En réalité, il savait très bien que c'était un élément du FLN. Je cite cet exemple, mais il en est d'autres. Mais là, ça va être des parachutistes. Ils vont dire oui, mais nous ne sommes pas habitués à faire la police. Ah ouais, mais vous l'avez faite. Et la pire de toutes, en plus. La pire de toutes. Voilà. Justement, j'aimerais aussi poser la question à M. Fatah Agran. Alors, je pose la question à vous, car vous avez vécu de manière directe cet aspect de la torture à travers votre famille. Ce sont des exactions qui ont été commises contre des membres de votre famille. Vous apportez aujourd'hui ce témoignage ce soir avec nous sur ce plateau. Tout à fait. Vous avez dit, madame tout à l'heure l'a repris, que la torture était systématique. Elle était le produit d'un système colonial abject. Et je vous cite l'exemple, moi je suis originaire de Gigel, de la commune de la Ouana. Il y avait par exemple un camp de regroupement, ce qu'on appelait un camp de regroupement de la population pour isoler la population de la Hélène. Et donc ils ont déraciné la population de chez eux, de leurs maisons, de leurs biens, etc. Et ils les ont regroupés, entourés de barbelés, de soldatesques coloniales, privés de tout, où le ravitaillement, il leur permettait d'avoir un demi-pain, un grand pain hadouk, tabekri, par semaine, et par famille. C'est-à-dire, ياكلوا الحشيش الناس كانت في وضع لا يوصف. Ceci étant dit, moi j'ai eu là-bas mon grand-père Mohamed et ses deux frères qui ont été torturés à barre de fer jusqu'à la mort. Ils les ont jetés du pont de Borsaïd. Les gens de la région connaissent bien. Ils ont été tués. Avec eux, il y avait mon frère qui a été épargné, mais les trois frères, dont mon grand-père, a été torturé avec des barres de fer jusqu'à la mort. Et après, ils ont jeté les cadavres du haut d'un pont, Borsaïd, dans la commune de l'Aouana. Ceci pour vous dire qu'en plus de la torture physique qu'ont reçue les militants et les sympathisants de la cause nationale, il y avait la population, le petit peuple, qui était aussi victime de la répression, victime de la torture. À travers ces camps de regroupement où j'ai vécu très jeune là-bas, où comme office de toilette, c'était des latrines. Et c'était des latrines où les femmes, par exemple, pour aller faire leurs besoins, il fallait poster un gosse à la porte pour qu'un homme ne puisse pas venir ou quelqu'un ne puisse pas rentrer. Et c'est des latrines comme ça, des fossés, dans lesquels on jetait de la chaux. Mais comment on brise la volonté d'un peuple. Comment la torture n'est pas uniquement physique, mais aussi morale. Comment briser une population. Je reviendrai par la suite sur d'autres exemples. Très bien, très bien, très bien. Merci pour votre témoignage. La torture passe aussi par la privation sous toutes ses formes. Et puis ce traitement inhumain avec le concept de l'indigène qui n'a pas les mêmes droits humains qu'un être humain normal. Et cet aspect fait partie aussi de cette torture morale qu'avait infligée à l'époque ce système colonial implacable. Amir Nebech, vous avez un deuxième extrait concernant Jean-Marie Le Pen. Oui. Une déclaration, Amir? Oui, Zohair, c'est très émouvant d'écouter et d'entendre M. Agran, et c'est aussi révoltant et choquant d'écouter Jean-Marie Le Pen. À travers cette vidéo, mesdames et messieurs, on va voir la nature de ces hommes. Et on parle à la télé, on explique, on donne des définitions sur la torture,
en s'amusant et parfois en ironisant sur le peuple algérien. On regarde. De toute façon, Jean-Marie Le Pen n'aime pas beaucoup ce mot de torture. Qu'est-ce que veut dire la torture? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de l'eau, de l'électricité, Ce sont des moyens de coercition physique, beaucoup plus d'ailleurs, à mon avis, intimidants que réels. Voilà. Écoutez, je peux vous dire que les gens que j'ai interrogés, ça avait l'air assez réel tout de même ce qu'on leur a fait. Oui. On leur a... Moi j'ai entendu, enfin, parlant de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai entendu parler de gens dont on avait arraché les ongles, arraché les dents, fait des choses comme ça. Je crois pas que vous ayez trouvé des comme ça. Ce n'était pas ça, en effet. C'était le supplice de l'eau. C'était l'électricité. Attendez, branché. C'est des choses qui ne laissent pas de traces. Branchées sur le secteur, tout à fait. Des choses qui ne laissent pas de traces. C'est ça. Des choses qui ne laissent pas de traces, ni qui n'ont pas de conséquences physiologiques, ni des traumatismes postérieurs. Voilà. Sur le moment, ça fait mal, mais après, c'est fini. Voilà. Bah oui. Voilà. Tout simplement. Sur le moment, ça fait mal, mais après, c'est fini. La gégène, c'est pas terrible. Ce sont encore les mots de ce criminel. C'est révoltant, Maître Pembraham, d'écouter une déclaration aussi insultante. Il reprend également les termes de Massu. Il dit, j'ai essayé, mais c'est pas grave, c'est une toute petite décharge électrique, et puis on s'y habitue. Moi, je voudrais lui répondre, c'est dommage qu'il soit mort, mais je lui ai déjà répondu, plus d'une fois, d'ailleurs, à lui et à sa fille. Moi, je vais lui dire ce que c'est que la torture. La torture, Monsieur Le Pen, on rentre debout et on en sort à quatre pattes, ou traîné par des tortionnaires, ou morts, sans âme, la peau, à vif et en sang. Voilà ce qu'est la torture. Ce n'est pas aussi bénin que les militaires français ont voulu écrire ou déclarer dans des interviews, parce que tout ça, c'est des preuves pour nous. Pour moi, par exemple, en tant qu'avocat, ça, c'est un moyen de preuve pour asseoir la culpabilité de ce tortionnaire, même après sa mort. Donc la torture, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Je vous dirais, par exemple, Tidjane, qui avait le rôle de préfet à peu près d'Alger à l'époque, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le seul qui a refusé la torture en Algérie avec Bollardière, le général Bollardière. Ils ont refusé, mais Tidjane dit quelque chose d'important. J'ai été torturé par la Gestapo, je sais ce que c'est, je ne veux pas faire subir cette torture aux Algériens. Voilà un homme honorable. C'était un civil, évidemment. Donc, lorsque nous avons un Le Pen qui dit ce que nous venons d'entendre, mais qui oublie qu'il a quitté les rangs du Parlement français, il a suspendu son mandat de député pour venir exercer la torture en Algérie et pour, comme il dit, essayer de reconstituer ce groupe, comme il dit, de la bataille d'Alger, c'est-à-dire la zone autonome, et utiliser les procédés de l'époque. Alors pour ceux qui connaissent Alger et qui ont vécu à cette période à Alger, Massu avait initié un système de quadrillage d'Alger. C'est-à-dire qu'ils ont pris un crayon et ils ont quadrillé toute la Casbah d'Alger. Et pour que nul ne puisse en échapper, ils ont placé des groupes de tortionnaires dans chaque quartier. Et comme ça, ils ont réussi à chaque fois de restreindre le cercle jusqu'à pratiquement mettre fin par les trois derniers, les 3B comme disait Ossarès, lorsque le 26 août, lorsque j'aurai mis la main sur les 3B, alors la bataille d'Alger cessera. Malheureusement pour moi, ou bien heureusement pour moi, parmi les 3B, il y avait mon père qui est mort sous la torture, qui a disparu exactement, mais sous la torture. Et les grands tortionnaires de l'époque étaient connus. Ils ont torturé les femmes, les enfants, parce que des gens de moins de 18 ans étaient torturés, et les hommes. Alors les trois célèbres, c'est Graziani, celui qui a torturé par exemple Luisa Aguilaris. Il y a le capitaine Léger, le grand patron du retournement, c'est-à-dire
Il prend un individu, il le torture tellement que cette personne commence à donner des noms et après, ils vont l'avilir au point où il va être presque un de leurs agents. Et il y a Le Pen, parmi eux Le Pen. Voici les trois les plus célèbres de la torture. Et la Gégène, c'est une forme de torture. Ah, il y en a d'autres. N'oubliez pas les crevettes Bijard. Alors, est-ce qu'on pourrait expliquer aussi les différentes méthodes qu'avait utilisées la France? Oui, bien sûr. Mis à part la Gégène qui était généralisée, la torture à l'eau. La baignoire, oui. la Gégène, ça c'était les plus connus, n'est-ce pas? Mais il y en a d'autres. Il y a le viol des hommes et des femmes. Et nous avons des femmes qui ont été violées à la bouteille, à qui je rends honneur. Il y a des hommes, on a introduit dans leur sexe des morceaux de fil de fer pour plaisir. On les a violés par la bouteille. On a lacéré la peau des Algériens et on a mis du sel dedans. On a mis de l'alcool et du goudron, etc. sur les bustes et sur les parties génitales et tout le reste des Algériens et on a mis le feu. Ça, ils n'en parlent pas beaucoup. Mais leurs tortionnaires, les soldats tortionnaires, vous voyez, j'ai ramené avec moi ce livre de Claude Join, où les militaires français, tortionnaires, malgré eux, ont raconté ce qu'ils ont fait, on les a obligés à faire, et ils ont même raconté que dans les cas où il y avait des récalcitrants à l'exercice de la torture, ils ont été obligés de les tuer et de maquiller leurs crimes. Donc, on ne peut pas dire que il n'y a eu que la Gégène, autre chose. Il y a eu les chiens aussi. Il ne faut pas oublier. Il y a des Algériens qui sont morts parce qu'ils ont été bouffés par des chiens. Et parfois, quand ils étaient vraiment endommagés, on les jetait aux chiens. Laissez-moi vous rappeler quelque chose de très important. Nous avons un avocat qui s'appelait Maître Poppy et un autre Maître Garrigue. Tous les deux ont été assassinés à Alger parce que tous les deux défendaient les Algériens. Maître Poppy avait un client que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais il m'avait même remis les lettres que lui avait envoyées Maître Poppy quand il a réussi à l'extraire de chez Massu et à le placer en détention. Eh bien, Poppy avait appelé un jour le général Massu pour lui dire « Vous savez, mon général, la famille de telle personne est venue me voir et je voudrais savoir si vous l'avez dans vos locaux, essayez de le libérer. » Il lui a dit « Vous savez, maître, je vais essayer. » Il lui a dit « J'espère, Maître Poppy, j'espère que vous ne l'avez pas amoché. » « Non, non, pas du tout. Il est quand même bon pour être présenté au tribunal. » Cet homme n'est jamais revenu parce qu'il était terriblement amoché et mort. Et les avocats ont joué un rôle important. Ils réclamaient leurs clients devant les institutions militaires, c'était leur droit, mais beaucoup ne sont jamais revenus. Prenons également, pour finir, je finis avec ça, les crevettes Bijard. Bijard qui était à Alger. Qu'est-ce qu'il faisait? Et les gens ne savent pas ce que sont les crevettes Bijard. Il prenait des Algériens, il essayait de les suspendre à un système de poulie, et puis il mettait une bassine, ou un récipient de toutes les façons, un récipient avec du ciment. Et il laissait le ciment prendre sur les pieds de ces Algériens. Alors, de faim, de soif, de coups de fouet, de chalumeau, de tout le reste, ils finissaient par mourir. Alors, il les prenait avec un hélicoptère et il les jetait du côté de Bebloued. Lorsque j'ai commencé à parler, et je remercie M. Soufi qui me rappelle mon combat, en fait, de 1990, n'est-ce pas? Effectivement, quand j'ai commencé à parler de ces crevettes Bijard, je n'avais pas... Je connaissais l'histoire, mais je n'avais pas les moyens. Des éléments concrets pour... Et j'ai dit justement à un jeune... Enfin non, je n'ai pas dit à un jeune. Hein, j'ai dit à la télévision... Vous avez été approché justement pour... Non, j'ai parlé à la télévision. J'ai dit, voilà, je sais qu'il y a des crevettes Bijard. Moi, je voudrais bien savoir si mon père est mort à Ouchelkeleb, il a été bouffé par les chiens, ou s'il est mort comme crevette Bijard, ou s'il est mort et enterré dans une fosse commune un peu partout, parce que je suis en train de travailler, j'en ai trouvé beaucoup de fosses communes. Et quelques jours après, je reçois une photo. C'était une photo
quand vous la voyez de prime abord, vous ne comprenez pas exactement ce que c'est. Mais en la regardant à fond et quand on comprend, c'est à partir des genoux, les os étaient entiers. Donc, ils étaient dans un bloc. C'était des pieds de qui ciment. étaient plantés dans ce. Eh bien, oui. Et c'est à partir de là que j'ai pu lever le verbe et dire voici les crevettes Bijard. Oui. Et on reviendra. Et je les ramènerai, ces photos. Comme ça, le citoyen, le lecteur, le téléspectateur va voir. Les Algériens, mais aussi et également les auteurs. Les auteurs de ces crimes qui, malheureusement, sur certaines méthodes, ont fait porter leur nom à certaines méthodes de torture, comme vous venez de le mentionner à l'instant. En France, M. Soufi, pour revenir un peu sur le cas Jean-Marie Le Pen, ont mis quelques articles parus, car Jean-Marie Le Pen était un cas particulier. C'était un tortionnaire qui avait décidé de faire de la politique, ce qui l'a exposé au devant de la scène. Il est venu de la politique. Oui. Il est venu faire la torture en Algérie, il est retourné. Il est reparti, et ses ambitions politiques n'ont fait que croître au fil des années. Il y a eu quelques articles comme Libération ou encore Le Monde qui sont revenus pour parler un peu de son séjour en Algérie, qui a duré quelques mois seulement en Algérie, pour ce qu'il avait fait comme. Oui. Donc. Une quinzaine de témoignages et des contributions historiques gênantes, on l'imagine, sur son implication dans le système de torture. Jean-Marie Le Pen aurait été libre de mener sa carrière politique, pour revenir sur ce parcours, et même de se présenter à la présidentielle en 2002. Les décrets qui amnistient les tortionnaires, on en parlera avec vous tout à l'heure, maître, qui amnistient les tortionnaires de l'armée coloniale sont valables jusqu'à ce jour, même si l'opinion publique nationale et internationale l'avait jugé d'une certaine manière, notamment après la découverte de ce fameux poignard. Maître Soufi, c'est une affaire qui a défrayé la chronique et qui a mis un frein à peut-être à son parcours et son ambition d'être président de la France. Vous imaginez un passé comme tortionnaire et se retrouver à la tête d'un pays comme la France? Je ne sais pas si ça l'a bloqué, je ne crois pas, non. Je ne crois pas parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, juridique, l'amnistie. Donc tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais il y a aussi en parallèle l'opinion publique. L'opinion publique qui a fait pression. L'opinion publique française, elle est divisée. Était divisée. En 62, on peut dire qu'elle était globalement favorable. En France, je ne parle pas de l'Algérie. Les Français d'Algérie, c'est un autre cas. Mais en France, pratiquement, ils en avaient marre de cette guerre, de voir leurs enfants partir. C'était plus leur... Ils n'en voulaient plus. Donc, c'est comme ça que De Gaulle et ses conseillers ont pu surfer et aller vers ce qu'a réclamé le FLN depuis 1954, vers de véritables négociations. Ce qui fait que en 62, disons en mars, après les accords d'Évian, donc il n'y a plus de crimes. Mais 63, 64, avec le départ des Français d'Algérie en France, où ils ont été mal reçus, ce qu'ils disent, pour se victimiser. En fait, l'as du coup, c'est les partis d'extrême droite. J'ai oublié le nom de cet avocat, d'ailleurs c'est un avocat, son nom va me revenir, vont surfer sur cette population jusqu'à nos jours, avec leurs descendants, etc. Ils vont voter toujours à la droite extrême et pour surtout l'extrême droite. Donc c'est un jeu politique qui, nous on regarde ça de loin, on sait très bien à qui on a affaire. Mais qui impacte réellement la relation entre les deux pays. C'est-à-dire ce lobby qui continue à exercer jusqu'à aujourd'hui, on le voit encore. Comme on a assisté ces dernières années à une sorte de droitisation de la société française, donc ces gens-là ont trouvé, et leurs idées ont trouvé un écho. C'est toujours les migrés. Derrière les migrés, c'est le musulman. Derrière le musulman, c'est l'Algérie. Oui. C'est du pain béni pour eux. Tout va très bien. J'aimerais ajouter un nom à ces trois que vous avez cités, madame. C'est le capitaine Folk. Je ne sais pas si on prononce Folk, qui a été dénoncé par le petit livre d'Henri Alleg.
il est mort dans son lit, tranquille. N'a jamais été inquiété. Personne n'a pas. Bon, il n'a pas fait de politique probablement, ou alors la politique locale dans quelques villages du sud de la France, j'en sais rien, et ça ne m'intéresse pas du tout. Mais si on veut savoir tout ce que vous avez décrit, madame, tout est juste. C'est au cas où quelqu'un viendra dire oh, elle exagère. Elle n'exagère pas. Et on le sait depuis 1957. Dans le Moujahid, dans un numéro de Le Moujahid de 1957, il est titré « Comment la France torture en Algérie ». Et il y a tout. C'est décrit. C'est un numéro d'août 1957. C'est-à-dire, personne ne peut dire je ne savais pas. Personne ne peut dire je ne savais pas. Bon, nous, nos parents, pour moi, on le savait, puisqu'on a encore un témoin et un deuxième témoin, on le sait. Bon. Oui. Mais aujourd'hui, ceux qui nous disent ah oui, avant c'était mieux, c'est pas possible. C'est-à-dire ça, avant c'était mieux. J'aurais bien voulu que tu sois vivant avant. Heureusement pour toi que tu ne l'étais pas. Ça, j'ai entendu de mes oreilles. Hein. Oui, mais ça, si vous le permettez, j'aimerais revenir avec Amir Nebbaj sur une capsule aussi qui concerne un témoignage qui a un rapport avec ce tortionnaire, Jean-Marie Le Pen. Cette fois, Amir, vous nous présentez cette capsule qui concerne l'écrivain Fabrice Reciputi. Exactement, Zoher, parce que Pierre Vidal-Naquet, le regretté historien, avait consacré pratiquement toute sa vie pour faire éclater la vérité sur la torture en Algérie et démasquer ces officiers supérieurs et qui allaient pratiquement même aller accéder à des fonctions très hautes au sein de l'État républicain français, comme Jean-Marie Le Pen qui aurait pu peut-être être président de cette République qui prétend bien sûr vouloir défendre liberté, fraternité et égalité. Alors il y a une nouvelle génération d'historiens, de chercheurs tels que Fabrice bien sûr Reciputi qui a le langage de cette jeunesse. Il a fait un livre qui s'intitule Le Pen et la torture. Il a fait une story et je peux vous dire qu'une grande partie de la jeunesse française a consulté cette story et elle a été tout simplement choquée de connaître la réelle nature de cet ex-officier supérieur qui pratiquait des méthodes de nazis et de SS. Pour ce qui est de Jean-Marie Le Pen, dans la Casbah d'Alger, tout le monde savait que cet homme avait été un tortionnaire à Alger. Le lieutenant Jean-Marie Le Pen a passé 3 mois à Alger, de fin décembre 56 au 31 mars 57, afin d'éradiquer le nationalisme. 3 mois durant lesquels il torturera des Algériens dans toute la ville. Il est dans un régiment qui est considéré comme un régiment d'élite, le premier régiment étranger parachutiste, qui est composé essentiellement, comme son nom l'indique, d'étrangers, et notamment de milliers de Waffen-SS qui ont été incorporés dans la Légion en 1945. Le jeune Algérien Mohamed Moulet retrouvera d'ailleurs un poignard des jeunesses hitlériennes gravé du nom de Jean-Marie Le Pen. Ce dernier l'avait perdu après avoir tué le père du jeune homme. Il interroge ceux qui sont considérés comme suspects de lien avec la rébellion, comme on disait, sous la torture. Il pratique une torture qui est normée. Les témoins racontent tous que c'est l'électricité, ce qu'on appelait la gégène, c'est-à-dire les électrodes attachées sur les parties sensibles du corps avec des décharges électriques, et la torture à l'eau par simulation de noyade. Dans son livre « Le Pen et la torture, Alger 1957, l'histoire contre l'oubli », l'historien a rassemblé des archives de la police d'Alger et une quinzaine de témoignages de victimes de Jean-Marie Le Pen. Plusieurs témoins le décrivent s'asseyant sur leur ventre alors qu'on leur verse de l'eau dans la bouche par force ou actionnant la gégène. Il y a même un de ses frères d'armes, un légionnaire hollandais qui, après la guerre, a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un s'acharner avec autant de passion pratiquant la torture. Le lieutenant Le Pen n'est alors pas seulement militaire, il est aussi député. Par la suite, visiblement, il se lâche davantage et il se vante, par exemple, d'être député à l'Assemblée nationale. Il ironise en disant à une des victimes « Si tu veux te plaindre, tu viendras à l'Assemblée nationale, tu demanderas de députer Le Pen, etc. » Mais certaines de ces victimes ne pourront plus jamais se plaindre. Ahmed Moulet est torturé devant sa famille et décède sous la torture, et son corps est ensuite criblé de balles
pour faire croire à un règlement de compte entre Félaga. Jean-Marie Le Pen quitte Alger le 31 mars 1957. Ces crimes de guerre, qui n'étaient pas que le fait de Le Pen, ont laissé un grand traumatisme au sein de la population algérienne. Il fait ce que font tous les officiers de renseignement comme lui à Alger à ce moment-là. Moi, je travaille sur les disparitions forcées à Alger. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui encore, plusieurs générations après, c'est un trauma qui subsiste. Alors voilà, Zoher, c'est le profil, le CV de ce Jean-Marie Le Pen qui a bien sûr tout le temps au sein de l'Assemblée tout simplement versé ses idées, doctrines du fascisme, du racisme surtout, et qui voilà, aurait pu être président de la France républicaine. Merci Amir. Alors, pour revenir un peu sur cette méthode, on parle de Jean-Marie Le Pen, mais ils sont extrêmement nombreux, ces personnages sinistres qui avaient pratiqué ces interrogatoires à domicile, ces interrogatoires qui étaient fréquents, les centres de torture étant carrément débordés, il faut le dire. Il fallait faire parler les suspects avant que le FLN n'ait le temps de réagir. De la rapidité dépendait de l'efficacité également. C'était le credo de la 10e division parachutiste à Alger. Je vous pose la question à vous, Fatah Agran. Vous parliez tout à l'heure, vous témoignez de cette barbarie, de cette facilité à torturer l'autre. Vous l'avez vécu, on imagine, avec cette peine qui vous habite encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout à fait. Je reviens à Le Pen, qui est une icône de la répression et de la torture en Algérie. Mais il y avait des centaines et des centaines de petits Le Pen partout au niveau de l'Algérie et qui pratiquaient la torture. La torture était systématique. Et déjà, c'était sous le règne de François Mitterrand, qui était, je crois, ministre de l'Intérieur à l'époque, que toutes ces exactions se sont déroulées. Et, par exemple, je vous cite un exemple, il y a eu une grande bataille qu'a menée l'ALN dans la région de Jijel, dans un endroit où c'est Aghzar, c'est la bataille d'Aghzar, où l'armée française a de grandes pertes, a subi de grandes pertes. Et le lendemain, les représailles sur la population civile désarmée. Et les femmes ont reçu le lourd tribut. Beaucoup de femmes, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas leur sépulture. Ils ont été affreusement torturés. Et à ce jour, ils ne connaissent pas leur sépulture. Deuxièmement, la population locale a été affreusement torturée. Me vient à l'esprit le nom de Salah Boulksour, à qui on a fondu le crâne, une barre de fer, ils lui ont fondu le crâne devant sa famille. Et il en est mort des suites de cette torture. Et bien d'autres. Les femmes, le petit peuple, les femmes, les enfants, ont reçu les plus grandes tortures parce que les éléments de l'ALN, ils faisaient leur opération, ils partaient, ils pouvaient se réfugier dans la forêt. Mais l'armée française, lorsqu'elle débarque, elle prend sa revanche sur les enfants, sur les femmes, et ils reçoivent le lourd tribut de la guerre et de la répression et de la torture. Donc je veux rendre hommage à cette occasion à ce peuple anonyme. Je vous comprends. Merci, Monsieur Fatah Agran. Amir Nebesh, j'aimerais revenir vers vous pour revenir sur une autre histoire qui a marqué également. Ça va aller, Monsieur Agran? Je voudrais, si c'est possible, de revenir sur une déclaration de Le Pen qui est très, très, très importante. Mais je voudrais également remercier mon ami Fabrice parce que c'est grâce à Fabrice que nous avons récupéré au moins 360 cas de disparus. Donc disparus avec les photos,
avec les dates de disparition, avec les fiches militaires, etc. Et parmi eux, il y avait mon père, donc c'est grâce à lui que j'ai réussi à retrouver donc la trace de mon père. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez vu ce qu'il a dit, Le Pen? Il a dit, si tu veux te plaindre, tu viens à l'Assemblée nationale. À votre avis, ça veut dire quoi? Il savait très bien ce qu'il disait. Il parlait des 2 décrets et de la loi d'amnistie qui a été prise par De Gaulle et plus tard par Mitterrand. Donc il se croyait protégé. Or, ce que certains militaires ne savent pas, c'est que ces décrets ne nous concernent pas. C'est du droit interne français. Ils sont là, dans ce code pénal, ils ne nous concernent pas. Nous sommes des victimes. Le code pénal français. Donc c'est une édition très récente. 2019. Oui. Donc ces textes existent là et nul ne peut leur changer d'emplacement ni les ignorer. Ça c'est le premier point. Et le second point c'est quoi? C'est que parmi les 2 décrets, il y en a un qui dit c'est la fin de la guerre et l'autre qui reconnaît le caractère de combattant des Algériens. C'est les 2 décrets, pris dans la précipitation des accords d'Évian. Et les autres lois ont absous la personne, mais pas le crime. Pourquoi? Parce que le crime... Il faut souligner ce point qui est très important, Madame Maître Benbrahim, c'est-à-dire absoudre les personnes, et mais pas le crime reste... Et je vais vous dire pourquoi le crime, jusqu'à présent, persiste et existe. Et c'est pour ça que nous, on est en droit maintenant de demander des réclamations, chacun pour son père ou pour un sa membre famille. perdu de sa famille. Bien Bien, sûr. je vais vous donner la genèse donc, de ces textes. Comme je suis très précise en matière de droit, je vais très loin dans mes... Alors il y a eu donc 3 lois, la loi du 23 décembre 64, celle du 17 juin 66, du 31 juin 1968. Chaque fois, c'est une grâce pour une catégorie. La dernière, celle de 68, c'est celle de l'OAS. Donc c'est leur problème, ça n'est pas le nôtre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la France a fait une loi avec un seul article, n'est-ce pas? Et ils reviennent à la loi de 46 de l'ONU, la résolution de l'ONU, qui dit que la torture et le génocide sont des crimes contre l'humanité imprescriptibles. Donc toutes les lois qu'ils ont faites, eh bien le crime de torture et le crime de génocide sont des crimes contre l'humanité. Et un jour, on arrivera à asseoir la responsabilité de l'État dans le cadre du crime d'État. On n'y est pas encore arrivé, mais on va y arriver. C'est particulier ce que vous dites, vous êtes en train de parler justement de cette France qui s'était déclarée patrie des droits de l'homme dès 1789. Tout à fait. Patrie des droits de l'homme avec cette loi, ces lois en cascade qui sont venues amnistier des criminels de guerre et des tortionnaires. Ils sont bloqués, là ils sont bloqués. Oui. Ils sont tout à fait bloqués et c'est maintenant que les Algériens commencent à parler des lois. Parce que l'histoire, ce n'est pas que le factuel, c'est les lois. Et vous avez constaté que dans tous leurs crimes, ils mettent un soubassement juridique, ils se protègent par une loi. Mais c'est des lois qui s'appliquent aux Français, pas aux victimes algériennes. Absolument. Merci Maître. Je reviens vers Amir Nebech. Amir Nebech, le cas Maurice Audin, vous en parlez également ce soir? Oui, mais peut-être avant Maurice Audin, Zoher, peut-être que je vais un petit peu appuyer ce que dit Maître Benbrahim. Malgré justement Zoher l'omerta, malgré cette chape de plomb, malgré ce couvercle posé, et puis cette batterie de lois qui consiste en une sorte de bouclier qui protège ces anciens militaires et officiers qui ont pratiqué la torture, eh bien il y a des chercheurs et des professeurs en histoire français qui déverrouillent cette porte et qui ont le courage d'accéder à cette salle sombre là où les dossiers sont cachés sous le scellé secret défense, tel que justement Raphaël Branche, qui a tout simplement subi de la pression, je vous dis Zoher. C'est une femme, professeure à l'université de Rouen, et qui a fait une thèse sur la torture, l'une des thèses les plus intéressantes et importantes jusqu'alors sur ce qui s'est passé en Algérie. On va l'écouter. Je vous préviens juste que cette femme, encore une fois, a subi de la pression de la part de l'armée française. La pratique de la torture dans la République.
Alors c'est vraiment très important pour la dernière partie de la déclaration qui en fait élargit au-delà du cas Maurice Audin à l'ensemble des disparus de la guerre d'Algérie et qui reconnaît l'existence d'un système légal qui a permis la pratique massive de la torture. Alors le mensonge sur l'affaire Audin, on pourra en parler, et le mensonge plus global sur la pratique de la torture, puisque elle était à l'époque connue des gouvernements et impunie. Donc le mensonge sur les moyens utilisés de manière systématique et tout à fait sciemment. C'est systématique au sens où ça appartient à un système. Et le mot a été repris dans la déclaration présidentielle. Et ça, c'est vraiment très important, je trouve, parce que pour la première fois, on a la reconnaissance de quelque chose qui n'est pas une bavure. En gros, c'est pas un accident, c'est pas le fait de personnes isolées, minoritaires, sadiques, perverses ou que sais-je, ce qui étaient les mots employés jusqu'à présent. Quand Lionel Jospin et Jacques Chirac avaient été le plus près possible d'une reconnaissance, en fait, ils étaient allés très très peu loin puisqu'ils avaient condamné moralement et ils avaient jugé que c'était des actes minoritaires. Là, on dit exactement autre chose. Et même l'inverse. Alors voilà, qui est l'inverse. Enfin, même si le mot majoritaire, minoritaire n'est pas employé, ou peut-être dans des considérations un peu, enfin voilà, cette histoire de l'honneur à la fin. Mais très clairement, on dit que la loi a permis que soit réalisée massivement cette violence. Je voudrais juste préciser quelque chose qui n'est pas très clair dans le texte, c'était pas le lieu bien sûr, c'est que la torture n'est qu'un élément d'un système. Donc là on voit un autre élément dans ce texte qui est la disparition, ça veut dire qu'on torture quelqu'un, il meurt, pour Audin on ne sait pas, hein. Les historiens sont d'accord sur deux hypothèses, soit il est mort sous la torture, parce que ça arrivait, hein. Alors c'était une faute professionnelle quasiment, hein, parce qu'il fallait pas que les gens meurent sous la torture. Hein. C'est pas comme ça qu'on torture pendant la guerre d'Algérie. On pourra y revenir aussi si vous voulez. L'idée de la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Algérie, l'idée de l'usage de la torture par l'armée française, c'est que les gens ressortent en ayant été torturés. Donc il faut évidemment pas qu'ils meurent. Bah, il se trouve qu'il y a des cœurs qui lâchent, il y a des violences qui sont telles que les gens meurent. Donc peut-être qu'il est mort sous la torture. Dernière fois qu'on a un témoignage de Maurice Audin, c'est Henri Allègre qui raconte. Henri Allègre était lui aussi membre du Parti communiste algérien, lui aussi qui accomplissait des actions clandestines répréhensibles, qui a donc été arrêté comme Maurice Audin, et qui a croisé Maurice Audin en détention, et il raconte dans La Question, le livre témoignage Choc qui est sorti en 1958 sur sa détention et ses tortures. Donc l'année d'après la mort d'Audin. Alors ça sort en 58, lui il témoigne tout de suite. Hein. Allègre il fait sortir de prison sur des feuilles de papier de toilette son témoignage qui va être ensuite mis sous forme de livre dans La Question. Allègre raconte que Audin lui a dit c'est dur, Henri c'est dur. Voilà Zoher. Une loi, un système, des procédures, une hiérarchie et puis une volonté tout simplement de pratiquer la torture. Les preuves sont là. Monsieur Soufi, Fouad Soufi, y a-t-il pas assez suffisamment d'éléments justement, d'après ce qu'on est en train d'écouter et puis de parler aussi depuis tout à l'heure, pour condamner même par contumace ces criminels de guerre et par là même condamner aussi l'action de la France qui avait couvert ces pratiques à l'époque? Enfin, la condamnation, c'est le domaine du droit. Oui. Donc, mais vous, en tant qu'historien, vous avez parcouru... En tant que, justement, alors là, oui, quel peut être le travail de l'historien? C'est faire beaucoup comme la juriste, beaucoup comme le journaliste, c'est se poser des questions et avoir le droit de consulter les archives. Évidemment, l'objectif est le même, c'est la connaissance de l'histoire, de la vérité, retrouver la vérité, retrouver les éléments, aller à la recherche, hein, parce que le juriste, il est dans son rôle, et son rôle est plus exigeant, hein, il ne peut pas attendre. En matière dans le domaine, c'est maintenant, où les gens sont encore en vie, les gens souffrent encore, donc on a besoin des témoins. On a besoin des témoins. Mais la problématique des archives, Fouad Soufi, elle est entière, elle est posée. Est-ce que on peut avoir accès aux archives? En fait, pour les archives françaises, c'est un oui qui ressemble à un non. On ne peut pas. Mais j'ai oublié de répondre à votre question sur le poignard. Oui. Je ne sais pas pourquoi ça m'est sorti. Mais on en a parlé en Algérie de ce poignard. Bien il y a une vingtaine d'années.
il avait été photographié. C'était je crois que c'était Alger Actualité. Tout à fait. Oui. Je ne sais plus très bien. Je voudrais, voilà. Et après, Florence Bourget est venue faire une enquête. Pardon? Et après, Florence Bourget est venue faire une enquête. Bien après, non, bien après. Bien avant. On en a parlé en Algérie bien avant. Voilà. Et Florence Bourget est venue, après avoir entendu ça, et de la bouche du fils, elle est venue pour faire son enquête. Mais ce que je dis, c'est que, effectivement, sur le coup, tout le monde en a parlé, mais ça a fait un flop. Je veux dire par là qu'on en a parlé, parce que la photo existe. Hein, on avait. Et Florence Bourget, pardonnez-moi, Florence Bourget, quand elle avait parlé justement de l'affaire du poignard, cela a permis à ce que cette loi qui amnistie, qui protégeait Le Pen à l'époque, et qui condamnait par là même tout journaliste qui osait à l'époque porter des accusations. Elle a été poursuivie. Elle a été poursuivie, et c'est grâce à ce pognard qu'elle avait réussi un peu à débouter la décision de justice. Pour essayer de retourner cette condamnation pour diffamation. Parce qu'elle avait la preuve tangible et irréfutable, comme on le dit en droit. Absolument. C'est ce qui est arrivé à Jean-Luc Einaudi. Oui. Chaque fois qu'un journaliste, parce que c'est pas un historien, Jean-Luc Einaudi, paix à ses cendres. C'est un grand monsieur, c'est lui qui a fait descendre Papon. Voilà. J'aimerais poser la question à M. Fatah Agran. Il y a tout un travail à faire, collecter les témoignages comme le vôtre d'ailleurs. Il y en a des milliers, des Algériens qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes ou leurs proches. Est-ce qu'il y a tout un travail qui doit être fait et qu'on doit continuer peut-être à inscrire pour l'histoire? Tout à fait. Moi, avec un neveu qui travaille chez vous ici à l'ENTV, on a fait un documentaire, des interviews à des témoins dans la région, dans notre région là-bas, et sur des faits précis, des cas de torture, des cas d'assassinat, des cas de... Et ça reste dans le domaine amateur. On l'a fait pour les besoins de la famille, pour faire connaître un peu ce qui s'est passé pendant la guerre de libération nationale. Je rebondis sur une question du camp de regroupement d'Egedi, s'appelle Egedi. Comme c'est la répression et c'est la torture par la faim et par la misère, il y avait des gosses. Il y avait une dizaine de gosses qui sortaient du camp de regroupement et qui partaient dans une poubelle où l'armée française, celle du camp, jetait ses ordures pour pouvoir manger. Prendre du pain, des boîtes de cornets de bif qui avariées, etc. Et les gosses n'avaient rien à manger. Donc ils partaient dans la poubelle pour manger. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, certains soldats, peut-être c'est pas sur un ordre de tout, ils ont mis une bombe. Et ces enfants, ils sont mutilés jusqu'à ce jour. Certains sont morts. Et ils leur ont mis une bombe et les gosses sont partis chercher la nourriture dans la poubelle et ça a éclaté. 200 morts sur le champ et d'autres vivent jusqu'à présent. Ils peuvent les entendre, les écouter. Ces enfants sont aujourd'hui des grands-pères. Ils gardent ce traumatisme, cette répression innommable du colonialisme français. La torture, elle était aussi sous toutes ses formes. Affamer des jeunes, des enfants, une population, la réduire à la poubelle et lui mettre une bombe. C'est le summum du crime. Voilà, entre autres. Merci pour votre témoignage, Fatah Agran. Amel Nebbash, on est... Franchement, c'est difficile de faire cette émission Zoher, d'ailleurs, depuis sa préparation, et je peux le dire aux téléspectateurs avec bien sûr beaucoup de sincérité et de franchise, que vous et moi, Zoher, on avait parfois du mal à choisir des extraits parce qu'on trouve que certains extraits, par pudeur, par respect, aux morts aussi, on n'a pas pu les montrer parce que ce sont des témoignages et des déclarations très, très, très choquantes. Alors... peut-être Maître Ben Brahim, bien sûr, il y a eu la torture, mais ça, les Français ont ajouté à cela le mensonge.
c'est-à-dire le mensonge et puis les exécutions sommaires. On a bien sûr notre martyr, l'Arbi Ben Mehdi, assassiné le 4 mars 1957, et notre avocat Ali Boumendjel qui a été assassiné quelques jours plus tard, c'est-à-dire en mars 57, le 23 mars, si je ne me trompe pas. Alors, ce qui est interpellant dans cette séquence, c'est que Ossares et toute bien sûr, sa compagnie n'ont jamais dit ça. Eh bien, ils ont menti. Ils ont dit que pour le cas du martyr l'Arbi Ben Mehdi, qu'il avait pris tout simplement sa chemise et il s'est pendu avec. Et pour le cas de Ali Boumendjel, eh bien, il s'est jeté du haut d'un immeuble. Voilà. Alors, on va voir, il y a des avocats, Maître Dreyfus, il y a aussi la famille de Ali Boumendjel et aussi une historienne qui nous parle de ces faits-là. L'Arbi Ben Mehdi, membre du CCE, est arrêté le 23 février 1957 par Bijar. Serein et déterminé, Sil Harbi fut torturé et assassiné sur ordre de Paris le 4 mars 1957. Officiellement, Ben Mehdi s'était suicidé avec l'étoffe de sa chemise. Après avoir gagné la bataille d'Alger et perdu la guerre, le général Massu améliore dans sa vraie bataille d'Alger la version en ajoutant du fil électrique. Ali Boumendjel, pour les Français, ça dit énormément. Parce que c'est son assassinat qui a déclenché en France la suspension de son cours de capitaine, qui avait été le professeur de droit de Boumendjel, et qui a dit, alors si on assassine mes étudiants, moi je ne suspends mon cours. Donc on a créé ainsi le comité, 3 jours après l'annonce du suicide de Boumendjel, dans une réunion parisienne, mais on a créé un comité pour le droit à l'indépendance de la guerre d'Algérie, mais son point de départ, c'est l'assassinat de Boumendjel. Après Ben Mehdi, la radio d'Alger annonce le 24 mars 1957, l'avocat Ali Boumendjel, accusé d'avoir aidé le FLN, s'est donné la mort en se jetant du haut d'une terrasse pour échapper à un interrogatoire. Responsable du collectif des avocats du FLN et conseiller du Shahid Abben Ramdan, le Shahid Ali Boumendjel fut arrêté le 8 février 1957 à Bellecour. Après les révélations du livre du général Ossares, que c'est une question d'honneur de déclencher des procédures pour ceux qui ont été torturés et aussi pour les associations des droits de l'homme. C'est ainsi que la Ligue des droits de l'homme a déposé plainte pour apologie du crime. L'assassin de l'Arbi Ben Mehdi, de Ali Ben Boumendjel, Paul Ossares, avait aussi avoué dans les colonnes du Monde, il y a quelques années, n'avoir ni regret, ni remords et avoir pratiqué la torture en Algérie. C'est lui-même qui disait ces mots, Maître Ben Brahim. Oui, tout à fait. Il le dit dans 2 livres qu'il a écrits. Et le deuxième, c'est « Non, je n'ai pas tout dit ». Effectivement, Ossares reconnaît avoir pratiqué de la torture. Mais vous savez comment il a reconnu? Parce qu'au début, il a refusé de reconnaître. Mais c'est lorsqu'il a divorcé de sa première femme, à qui il n'avait jamais dit la vérité, comme tous les tortionnaires, leurs enfants et leurs petits-enfants ne savent pas ce qu'ils ont fait en Algérie, il a épousé une seconde femme qui l'a obligé à dire la vérité. Et c'est un journaliste qui a travaillé avec lui sur enregistrement, puis il a sorti donc ces 2 livres. Ossares a fini par reconnaître dans ses livres. Et il parle de notre confrère Ali Boumendjel. Il dit « Je ne l'ai pas tué moi-même. J'ai demandé à mes agents de le faire passer de l'autre côté. En fait, il y avait 2 immeubles, il y avait une passerelle entre les 2 immeubles. Mais le fait d'avoir dit « il faut le faire passer de l'autre côté », c'était pas pour qu'il passe dans l'autre immeuble, c'est pour qu'il le bascule de la passerelle vers la cour. Et c'est comme ça qu'il a été assassiné. Oui. Non, il n'est pas défenestré, c'est pas par une fenêtre. Non, c'est par un petit couloir qui mène d'un immeuble à un autre. Donc, arrivé au milieu du couloir, ils l'ont basculé. Et ils lui ont dit, ça y est, mission accomplie. Donc on voit bien que c'est lui qui était à l'origine de cet assassinat, il ne peut pas revenir sur ça. Maintenant, pour ce qui est de Odin.
C'est vrai que Mme Audin, dès le début, a déposé une plainte et cette plainte n'a pas été clôturée. Il y a 2 plaintes qui sont dans cet état-là. La plainte de Djamila Boubacha pour ses tortionnaires, et qui était défendue par Gisèle Halimi, et la plainte de Madame Audin, qui sont toujours en sus. On les surveille, on en a besoin qu'ils restent dans cet état-là jusqu'à ce qu'on ait des informations nouvelles pour bouger. Alors pour ce qui est de Audin, Osarès reconnaît qu'il ne l'a pas tué directement, mais qu'il a donné instruction de le faire partir dans une Jeep. Et il dit à un certain moment, ce monsieur a sauté par la Jeep et il s'est sauvé. On l'a cherché partout, on ne l'a pas trouvé. En fait, c'est quelqu'un qui est mort à travers le procédé de la corvée de bois. C'est-à-dire, on disait aux gens, vous pouvez partir, vous êtes libres. On leur tirait dans le dos. Et s'il y avait une enquête, ils vont dire tout simplement, vous savez, ils se sont... Voilà. Ils ont tenté de se sauver et les balles sont dans le dos. Donc voilà pour ce qui est. Maintenant, pour ce qui est de l'Arbi Ben Mehdi, il a fini par reconnaître très difficilement. Au début, il tergiversait. Et à la fin, il a reconnu qu'il a été liquidé et qui ne s'est jamais pendu. C'est pas un héros comme l'Arbi Ben Mehdi qui va se pendre. C'est pas un héros qui a laissé Bijar et compagnie complètement ahuris par sa volonté, son courage, son intelligence et son engagement pour la liberté qui allait avoir peur et se pendre avec un pan de sa chemise ou n'importe quoi. Donc voilà, effectivement, Amy, elle a tout à fait raison de parler du mensonge. Parce que toute l'histoire coloniale entre l'Algérie et la France est bâtie sur le mensonge. C'est maintenant qu'on est en train de sortir tout ça, on est en train de faire le travail de la ménagère avec son artichaut. C'est-à-dire, à chaque fois, on enlève une feuille et on trouve des massacres et des drames derrière. Et je ne remercierai jamais assez ma consoeur, maître Nicole Dreyfus, qui a été une école. Oui, qui a été une école. Nous avons fait plusieurs conférences ensemble. Récipouti, Malika Rahel, Raphaël Branche, Florence Boger aussi. Florence Boger, il y en a plein avec lesquels nous travaillons et c'est une question que vous avez posée, ou peut-être que M. Soufi a posé. Les questions, les archives, c'est grâce à eux qu'on les obtient. Oui. Une réaction? Vous savez, quand Osarès est sorti de là d'où il venait, c'est-à-dire l'école de tortionnaire qu'il est allé former en Argentine, c'est une suite dans ces histoires. Après, il est parti en Argentine, et où les généraux venaient de prendre le pouvoir, et c'est lui qui les a formés. Bon. Moi, il m'a jamais... il n'a pas besoin, et j'ai pas besoin d'être convaincu qu'il ment. Ça fait partie de son personnage, de son ADN. Et dans le cas de l'Arbi Ben Mehdi, ça l'est d'autant plus qu'il était impossible à l'État français d'organiser le procès de l'Arbi Ben Mehdi. Ça aurait été transformé en procès de la colonisation. Et de l'État français. Donc, on ne veut pas l'entendre parler. Ils savaient très bien à qui ils avaient affaire. Ils savaient très bien sur qui ils étaient tombés. On dit c'est un hasard, bon, moi je veux bien, mais enfin, le problème n'est pas là. Mais de l'avoir tué, c'est rien d'autre qu'un simulacre de procès. On veut nous faire croire que non, c'est rien. C'est un personnage qui aurait tout remis en cause s'il était resté en vie. Il ne fallait pas qu'il y ait de procès. Ça existe, hein. Moi, ce que j'aurais souhaité, je vais voir, c'est cet article de Moujahid. Il vous donne la liste de tous les lieux de torture à Alger. On les a. Voilà. La ferme amézienne, c'est une autre Constantine. Histoire. Bossuet, c'est une autre histoire. Mais en fait, c'est la même histoire, mais en d'autres lieux. Eh bien, en principe, il faudrait les signaler. Tous ces endroits à Alger. Je suis d'accord. Qu'ils soient signalés, qu'ils soient inscrits dans le marbre de l'immeuble dont vous parlez. On me dit il est à El Biar. C'est ça. À El Biar. Il y a juste une petite plaque que les avocats ont posée. Voilà.
Non, en principe. Donc il est important de faire ce travail. Je pense. Les lieux de mémoire, c'est ce qu'on appelle les lieux de mémoire. Mais c'est ça, la mémoire, c'est pas le discours que je peux tenir. Mais non, c'est la réalité. C'est des repères, il faut avoir des repères aussi. Comme on a mis la fameuse plaque de la manifestation du 1er mai à Alger. C'est bien, les gosses passent, ils regardent. Ah bon, Hafef est mort ici. Oui. Mais ça frappe l'imaginaire de... Très bien. Nous avons réellement, nous sommes arrivés vers la fin de l'émission. Je vous laisse la parole à vous, Fatah Agran. J'aimerais vraiment vous entendre sur le témoignage qui a concerné une personne qui est très proche de vous, votre maman, ce qu'elle avait subi à l'époque. Si vous pouvez témoigner sur ce... Bien sûr. À la suite d'une grande opération menée par l'ALN, une grande bataille qui s'est soldée par de grandes pertes chez l'armée coloniale, je vous ai dit tout à l'heure que la soldatesque française est venue prendre sa revanche sur la population désarmée. Et ma mère, qui était sur les lieux, et Jethum Bea, c'est-à-dire ils ont été dénoncés, les militants au CFLN, les agents de liaison, le Mousbilet, etc. Donc ils sont venus directement à la maison, ils ont abattu le mari à ma tante paternelle, Dafar Rabah. Ils ont abattu mon père. Ils les ont encerclés, ils ont abattu mon père. Et moi, j'étais dans les mains de ma mère. J'étais bébé, j'avais 4 mois. C'est ce que me racontent mes frères, qui étaient présents lors de l'affaire. Ma mère m'a donné à mon frère Rémi, et elle est partie prendre mon père criblé de balles. Ils l'ont tué aussi à son tour, et le soldat s'est avancé vers elle, et il l'a terminé, il l'a égorgé avec la baïonnette. Donc, cette bestialité, ce crime, il était systémique chez l'armée française. J'ai été victime. À ce jour, je subis la torture coloniale. À ce jour, qui va l'effacer? Je n'ai pas d'image de ma mère parce qu'ils avaient brûlé notre maison. À ce jour, je n'ai pas de photo de ma mère. Je ne connais pas comment elle est faite. Est-ce qu'ils peuvent me rendre l'image de ma mère? Je ne la connais pas. Tout à l'heure, Maître Benbrahim disait il faudrait dédommager. Je ne veux rien de la France coloniale. Est-ce qu'ils sont capables de me rendre l'image de ma mère? Tout l'argent du monde ne rendra jamais ça. La repentance, il faut qu'ils dénoncent l'ordre colonial, le système colonial résultante du monde capitaliste qui domine aujourd'hui le monde. C'est ça, ce système-là qui nous a anéantis, et ce système-là qu'il faut bannir. Et si la France aujourd'hui, demain, osera dire quelque chose de bien pour le peuple algérien, c'est de dire, oui, le colonialisme était abject et il ne fallait pas qu'on vienne chez vous. Pourquoi ils sont venus chez nous? Pourquoi ils sont venus chez nous? Ils disent qu'on vous a fait de la civilisation, on vous a fait des routes, des villes. Mais c'est pour vous que vous puissiez vivre. Mais nous, on envahisseur. Où je dis comme la Méditerranée, là, si ce n'est pour nous exploiter, pour nous avilir. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. Est-ce qu'ils peuvent me rendre l'image, les traits de ma mère? Merci Fatah Agran pour votre témoignage. Je vous en prie. Merci Madame, Monsieur. On termine cette émission avec le témoignage de Fatah Agran. Amin Nabash. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci Fouad Soufi, historien, chercheur au CRASC. Merci aussi également à Maître Fatma Zahra Ben Brahim, avocate spécialisée dans le droit de l'histoire. Merci à tous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.